On croit souvent que l'amour échoue à cause de la malchance, d'un mauvais choix de partenaire ou de la simple incompatibilité des caractères. Mais si la cause était beaucoup plus profonde, beaucoup plus intime, si ce n'était pas l'autre qui détruisait l'amour, mais une force invisible à l'intérieur de nous, imaginez deux êtres qui se rencontrent. Tout commence comme dans un conte, la passion, l'euphorie, la sensation d'avoir enfin trouvé ce qu'on cherchait depuis toujours. Dans ces premiers instants, chaque regard est promesse, chaque geste semble chargé de sens. Mais à mesure que le temps avance, quelque chose change. Des fissures invisibles apparaissent dans la relation. Une jalousie soudaine, inexplicable, surgit au détour d'une conversation. Le silence de l'autre devient insupportable, comme une menace. Le besoin constant d'être rassuré se transforme en dépendance étouffante. L'amour, qui devait libérer, commence à enfermer. Ces tensions ne viennent pas du hasard. Elles ne naissent pas uniquement des maladresses ou des fautes de l'autre. Elles prennent racine dans une zone bien plus obscure, notre inconscient, là où s'accumulent les blessures d'enfance, les peurs jamais dites, les humiliations refoulées, là où se cache l'ombre, ce réservoir de tout ce que nous refusons de voir en nous-mêmes. Et sans que nous le sachions, cette ombre agit. Elle se glisse dans nos gestes, nos attentes, nos réactions, et finit par transformer l'amour en champ de bataille silencieux. Pensez à cette peur panique de l'abandon qui pousse à contrôler chaque détail de la relation, à cette jalousie irrationnelle qui n'a pas de preuves mais qui dévore, à ce besoin de validation permanente qui use l'autre et détruit lentement le lien. Tout cela ne naît pas dans le présent. Ce sont des fantômes du passé, des blessures intérieures qui manipulent nos choix et sabotent nos relations. Nous croyons aimer l'autre, mais bien souvent, nous ne faisons que rejouer un scénario ancien, dicté par notre inconscient. Et voici la révélation troublante. Tant que nous ignorons cette partie de nous-mêmes, nous ne sommes pas libres en amour. Nous ne choisissons pas vraiment nos partenaires. Ce sont nos blessures qui choisissent pour nous. Nous ne construisons pas des relations nouvelles. Nous répétons des schémas anciens. Alors l'amour se brise, encore, et nous pensons que le problème vient de l'extérieur, alors qu'il est enraciné en nous. La question devient alors vertigineuse. Est-ce vraiment l'amour qui échoue, ou est-ce notre inconscient qui, dans l'ombre, détruit nos relations avant même qu'elles ne puissent s'épanouir? Lorsque Carl Jung parlait de l'inconscient, il ne le décrivait pas seulement comme une zone obscure de l'esprit, mais comme une force active, dynamique, qui influence nos choix les plus intimes, sans que nous en soyons conscients. Dans le domaine de l'amour, cette idée devient vertigineuse. Nous croyons souvent que nous choisissons nos partenaires en toute liberté, guidés par nos goûts, nos valeurs ou le hasard des rencontres. Mais Jung suggère que, bien plus souvent, c'est l'inconscient qui choisit pour nous. Pensez-y, pourquoi tant de personnes tombent-elles toujours dans les mêmes schémas relationnels? Pourquoi certains cherchent inlassablement des partenaires distants, d'autres des partenaires dominateurs, et d'autres encore des âmes fragiles à sauver? Ces répétitions ne sont pas de simples coïncidences. Elles révèlent une vérité que nous préférons ignorer. Nous sommes attirés par ce qui reflète nos blessures, par ce qui réveille notre ombre. L'inconscient nous pousse à revivre ce que nous n'avons pas résolu, comme si chaque relation devenait une tentative désespérée de guérir une douleur ancienne. Jung expliquait que ce que nous ne reconnaissons pas en nous-mêmes finit par apparaître à l'extérieur, projeté sur l'autre. C'est ce qu'il appelait le mécanisme de la projection. Nous attribuons à nos partenaires des qualités ou des défauts qui sont en réalité les nôtres, mais que nous refusons de voir. Ainsi, une personne dominée par une peur inconsciente de l'abandon peut transformer chaque distance de son partenaire en preuve de trahison. Une autre, marquée par un besoin de reconnaissance jamais comblé, peut devenir prisonnière d'une demande constante d'attention. Dans ces cas, ce n'est pas l'amour qui guide la relation, mais l'inconscient blessé qui tire les ficelles. Et le plus troublant, c'est que ces dynamiques restent invisibles. De l'extérieur, elles ressemblent à des histoires d'amour ordinaires, mais à l'intérieur, elles fonctionnent comme des scénarios répétés, où chacun joue un rôle écrit depuis longtemps. Jung disait « Tant que vous n'aurez pas rendu conscient l'inconscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. » Dans nos relations, cette phrase prend une résonance dramatique. Ce que nous appelons « mauvais choix » ou « mauvaise rencontre » n'est souvent rien d'autre que la main de l'inconscient qui rejoue la même partition. La société moderne, avec son obsession pour l'image et la séduction rapide, ne fait qu'aggraver ce phénomène.
Nous croyons que l'amour se construit sur des attirances superficielles, un sourire, une apparence, une affinité immédiate. Mais sous la surface, c'est toujours l'inconscient qui oriente nos pas. Le coup de foudre n'est pas seulement une émotion magique, c'est souvent la reconnaissance inconsciente d'une blessure partagée, d'une faille qui correspond à la nôtre. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre que le véritable ennemi de l'amour n'est pas l'autre, mais ce que nous n'avons pas encore guéri en nous-mêmes. Tant que nos ombres restent dans l'ombre, elles continuent de saboter nos relations. Tant que nos blessures restent refoulées, elles cherchent des partenaires qui les réactivent. L'amour, dans ces conditions, devient un champ de bataille, où l'on ne combat pas seulement avec l'autre, mais avec les fantômes intérieurs que l'autre réveille en nous. Si l'inconscient est la force invisible qui sabote nos relations, il laisse pourtant des traces claires dans notre vie quotidienne. Ces signes sont souvent subtils, mais lorsqu'on les observe attentivement, on réalise qu'ils se répètent avec une précision troublante. Le premier symptôme est la dépendance affective. C'est ce besoin viscéral de se sentir aimé, validé, rassuré à chaque instant. Dans une relation, cela peut se traduire par des messages incessants, une peur panique lorsque l'autre ne répond pas immédiatement, ou une incapacité à profiter de sa propre compagnie. Cette dépendance n'est pas de l'amour, c'est une blessure qui crie à travers l'autre. En réalité, ce n'est pas votre partenaire que vous cherchez à combler, mais un vide intérieur, laissé par un manque ancien, souvent lié à l'enfance. L'inconscient utilise l'autre comme pansement, mais aucun amour ne peut guérir une plaie que l'on refuse de regarder. Le deuxième symptôme est la jalousie irrationnelle. Bien sûr, il existe une jalousie naturelle, liée à la peur de perdre ce qu'on aime. Mais ici, il s'agit d'une jalousie dévorante, qui se nourrit d'imagination, de soupçons, de projections. Un regard échangé, un silence prolongé, une absence anodine deviennent immédiatement des preuves de trahison. Cette jalousie ne parle pas de l'autre, elle parle de l'ombre. Elle révèle une peur inconsciente d'être abandonnée, remplacée, oubliée, et plus on l'alimente, plus elle détruit la confiance qui fait vivre l'amour. Le troisième symptôme est la répétition des mêmes schémas. Vous avez peut-être déjà remarqué que vos relations se ressemblent étrangement, comme si vous rejouiez toujours le même scénario, mais avec des visages différents. Peut-être tombez-vous toujours sur des partenaires distants, incapables de s'engager. Peut-être attirez-vous des personnalités dominantes, qui prennent toute la place. Ou bien vous vous retrouvez encore et encore dans des histoires où vous devez sauver l'autre, au prix de votre propre équilibre. Ces répétitions ne sont pas des coïncidences, elles sont des signaux. Votre inconscient recrée des situations familières, non pas pour vous détruire, mais pour vous obliger à confronter ce que vous refusez encore de voir. Enfin, il y a ce symptôme plus discret, mais universel, la peur du vide relationnel. Beaucoup de personnes préfèrent rester dans des relations destructrices plutôt que de se confronter à la solitude. Ce choix, en apparence irrationnel, traduit un message inconscient. Il vaut mieux souffrir à deux que de ressentir ce vide en moi. Mais en réalité, rester dans une relation qui nous détruit est une manière de fuir l'ombre, de refuser le travail intérieur nécessaire pour guérir. Ces symptômes ne sont pas des signes de faiblesse, ils sont des indices. Ils montrent que l'amour que nous croyons diriger est en réalité guidé par des forces inconscientes. Les reconnaître est le premier pas vers la liberté intérieure, car ce que l'on rend conscient cesse de nous contrôler. Et vous, reconnaissez-vous certains de ces symptômes dans vos propres relations ? Avez-vous déjà ressenti cette dépendance affective, cette jalousie sans fondement, ou cette impression de répéter toujours les mêmes histoires ? Écrivez-le dans les commentaires, je veux vraiment lire vos expériences. Carl Jung considérait que l'inconscient n'est pas seulement un réservoir passif de souvenirs refoulés, mais une force vivante qui agit et influence notre quotidien. Dans les relations amoureuses, cette dynamique devient encore plus évidente. Derrière chaque dépendance affective, chaque jalousie, chaque peur de l'abandon, se cachent des mécanismes profonds que Jung a décrits avec une clarté frappante. Le premier de ces mécanismes est celui de l'ombre. L'ombre représente toutes les parties de nous-mêmes que nous refusons d'admettre, nos colères, nos besoins, nos désirs, jugés inacceptables. Comme nous n'osons pas les reconnaître, nous les rejetons dans l'inconscient. Mais l'ombre ne disparaît pas. Elle cherche toujours à s'exprimer. Et l'un de ses terrains privilégiés est la relation amoureuse. Par exemple, une personne qui refoule sa colère peut projeter sur son partenaire l'image d'un être agressif et vivre dans la méfiance constante. Une autre, qui refuse de reconnaître son propre besoin de contrôle, peut accuser l'autre d'être dominateur.
Dans ces cas, ce n'est pas l'autre qui agit, c'est notre ombre qui s'exprime à travers lui. Vient ensuite le mécanisme de la projection. Jung disait « Nous voyons chez les autres ce que nous ne voulons pas voir en nous-mêmes. Dans l'amour, la projection est double. » Au début, elle embellit. Nous projetons sur l'autre des qualités idéalisées, nous croyons avoir trouvé l'âme sœur, l'être parfait qui comblera tous nos manques. Mais tôt ou tard, la projection change de face. Ce que nous avions idéalisé devient source de frustration. L'autre cesse d'être le miroir flatteur de nos désirs et devient le miroir impitoyable de nos blessures. C'est alors que surgissent les conflits, non pas parce que l'autre a changé, mais parce que l'image que nous lui avions collée se fissure. Il faut aussi comprendre le rôle de la persona, ce masque social que chacun porte pour s'adapter au monde. Dans l'amour, la persona joue un rôle ambigu. Elle peut séduire, charmer, attirer. Mais si la relation reste enfermée dans la persona, si nous ne montrons jamais notre véritable vulnérabilité, alors l'amour reste superficiel. L'autre tombe amoureux d'un masque, et non de nous. Et tôt ou tard, ce décalage provoque une crise, car nul ne peut maintenir indéfiniment une façade sans ressentir un profond épuisement intérieur. Enfin, Jung insistait sur le besoin d'intégration. Pour lui, la santé psychologique et la capacité d'aimer authentiquement reposent sur un travail intérieur. Reconnaître l'ombre, cesser de projeter, dépasser les illusions de la persona. Tant que ce travail n'est pas accompli, l'inconscient continue de diriger nos relations. Nous croyons choisir librement, mais en réalité, nous répétons les mêmes scénarios. C'est pourquoi tant de personnes se sentent prisonnières d'un cycle d'échecs amoureux. Elles ne sont pas victimes du destin, mais de leur inconscient non intégré. Comprendre cela change tout, car cela signifie que nous ne sommes pas condamnés à répéter éternellement les mêmes schémas. L'inconscient peut être reconnu, éclairé, transformé, et dans ce processus, l'amour cesse d'être une lutte entre deux blessures et devient une rencontre entre deux êtres lucides. Si l'inconscient peut saboter nos relations, il peut aussi devenir une force de transformation. Jung ne voyait pas l'ombre comme un ennemi à détruire, mais comme une partie de nous-mêmes à intégrer. La clé n'est pas de fuir nos blessures, mais de les éclairer, de leur donner une voix consciente. Alors, comment amorcer ce chemin vers un amour plus authentique ? La première étape est la reconnaissance de l'ombre. Cela signifie admettre que nous portons en nous des parts sombres, jalousie, besoin de contrôle, peur de l'abandon, sans les nier, ni les projeter sur l'autre. Reconnaître son ombre, c'est accepter d'être imparfait. Cela demande du courage, car le réflexe naturel est de se protéger derrière des masques. Mais plus nous nommons nos blessures, plus elles perdent leur pouvoir destructeur. Un journal intime, une thérapie, ou simplement des moments de réflexion profonde peuvent ouvrir cette porte. La deuxième étape est de rompre avec les projections. Au lieu de demander à l'autre de combler tous nos manques, nous devons assumer que certaines attentes ne peuvent être satisfaites que par nous-mêmes. L'amour n'est pas une thérapie où l'autre devient responsable de guérir nos blessures. Plus nous projetons sur le partenaire nos besoins insatisfaits, plus la relation s'épuise. La libération commence lorsque nous cessons de voir l'autre comme un sauveur ou un bourreau et que nous le regardons enfin tel qu'il est, un être humain, avec ses propres ombres, aussi vulnérable que nous. La troisième étape est le développement de l'autonomie intérieure. Cela signifie apprendre à se nourrir de soi-même, à trouver dans sa propre vie des sources d'équilibre et de joie indépendantes de la relation. Plus une personne se sent complète seule, plus elle peut aimer librement, sans transformer l'autre en béquille ou en refuge. Pour Jung, l'amour véritable naît de deux êtres entiers qui se rencontrent, et non de deux moitiés blessées qui cherchent à se compléter. Cultiver l'autonomie intérieure, c'est donc offrir à l'amour un terrain solide, où la liberté et la confiance peuvent s'épanouir. La quatrième étape est l'intégration progressive. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Chaque relation devient un miroir, chaque conflit une opportunité de mieux se connaître. Plutôt que de fuir ou de blâmer, nous pouvons apprendre à nous demander « Quelle blessure en moi est réveillée par cette situation ?» Cette simple question transforme le regard. L'autre n'est plus seulement celui qui fait souffrir, mais celui qui révèle ce que nous devons encore éclairer. Ce chemin n'est pas facile. Il exige de la patience, de l'honnêteté, parfois même de la solitude. Mais c'est précisément ce travail intérieur qui permet de transformer des relations toxiques en relations authentiques et de cesser de répéter des schémas destructeurs. Parce qu'au fond, aimer vraiment, c'est oser rencontrer l'autre, mais surtout, oser se rencontrer soi-même.
Si vous sentez que ces idées résonnent en vous, laissez un like maintenant. C'est une manière simple mais puissante de soutenir ce travail et de montrer que la psychologie peut changer nos vies. Il est tentant de croire que le temps finira par arranger les choses, que l'amour, à lui seul, guérira nos blessures. Mais Jung nous avertit, ce que nous refusons de regarder en nous-mêmes ne disparaît pas. Au contraire, cela se renforce dans l'ombre et finit par diriger notre vie. Dans le domaine des relations, ce refus a un prix terrifiant, car l'amour sans conscience devient une répétition. Ceux qui n'affrontent pas leur inconscient se retrouvent prisonniers d'un cercle infernal. Ils attirent toujours les mêmes partenaires, revivent les mêmes conflits, répètent les mêmes séparations. Chaque rupture laisse l'impression d'un échec inexplicable, comme si le destin s'acharnait. Mais en vérité, ce n'est pas le destin, c'est l'inconscient qui rejoue sans fin la même partition. À long terme, cette mécanique détruit non seulement les relations, mais aussi l'individu. La dépendance affective érode l'estime de soi. La jalousie constante fragilise la confiance, jusqu'à la briser. La peur de l'abandon transforme chaque lien en combat, chaque silence en menace. Peu à peu, on ne cherche plus à aimer, mais à survivre à travers l'autre. L'amour devient alors une lutte désespérée pour combler un vide intérieur qui ne fait que grandir. Et voici le plus grand danger, celui de perdre son authenticité. À force de projeter, de se conformer, de répéter, on finit par ne plus savoir qui l'on est vraiment. On vit dans l'illusion de relations passionnées, mais en réalité, on n'a jamais rencontré l'autre, ni soi-même. L'inconscient, lorsqu'il reste dans l'ombre, ne nous vole pas seulement l'amour, il nous vole notre liberté. Jung l'avait formulé avec une lucidité glaçante. Tant que vous n'aurez pas rendu conscient l'inconscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Et dans l'amour, cette phrase devient une sentence. Tant que nous refusons d'affronter nos ombres, ce ne sont pas nous qui choisissons nos relations, c'est elles qui nous choisissent. Face à ce constat, il serait facile de sombrer dans le découragement, de croire que nous sommes condamnés à répéter éternellement nos blessures. Mais Jung nous rappelle une vérité essentielle. L'inconscient n'est pas une prison définitive, c'est un territoire à explorer. Et chaque pas vers la conscience est déjà une victoire. La transformation commence dans un geste simple et courageux, décider de se tourner vers soi-même. Cela signifie accepter de rencontrer ses peurs, de reconnaître ses failles, d'écouter ses émotions au lieu de les fuir. Chaque fois que vous osez observer votre jalousie sans la projeter, chaque fois que vous reconnaissez votre dépendance au lieu de la nier, vous reprenez une parcelle de votre liberté intérieure. Ce travail n'est pas spectaculaire, il ne se voit pas à l'extérieur, mais il change tout. C'est ainsi que l'amour devient possible, non plus comme une tentative de guérir par l'autre ce que nous refusons d'affronter en nous, mais comme une rencontre authentique où deux êtres entiers se reconnaissent. Jung l'affirmait, l'individuation, ce processus par lequel on intègre ses ombres et devient soi-même, est la condition de toute relation véritable. Le chemin n'est pas facile, mais il est libérateur. Alors, souvenez-vous, le premier pas vers un amour authentique n'est pas de changer l'autre, mais d'oser se rencontrer soi-même. L'inconscient ressemble à une ombre qui nous accompagne partout. Tant que nous la fuyons, elle s'allonge derrière nous et obscurcit nos pas. Mais lorsque nous avons le courage de nous retourner pour la regarder en face, quelque chose change. L'ombre cesse d'être une menace et devient une force. Elle n'est plus ce qui détruit l'amour, mais ce qui peut le purifier. Aimer sans conscience, c'est marcher dans l'obscurité, en espérant ne pas trébucher. Mais aimer en accueillant son ombre, c'est allumer une flamme intérieure qui éclaire à la fois soi-même et l'autre. L'amour véritable n'est pas l'illusion de deux âmes parfaites qui se complètent, mais la rencontre de deux êtres imparfaits, lucides de leurs blessures, assez courageux pour les transformer ensemble. Alors souvenez-vous de ceci, l'amour ne se détruit pas par hasard. Il se détruit quand nous laissons l'inconscient guider nos choix. Mais au moment où nous décidons de rendre visible ce qui était caché, nous reprenons le pouvoir. L'ombre apprivoisée devient lumière et l'amour retrouve sa vérité. Si ce message résonne en vous, abonnez-vous à la chaîne et soutenez ce travail avec un super thanks. C'est grâce à vous que nous pouvons continuer à partager ces réflexions et à offrir des clés pour transformer vos relations et retrouver un amour authentique.